bienvenue dans la scène. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons du panafricanisme. Nous allons revisiter l'histoire du panafricanisme depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Alors, restez en tune et nous parlerons du panafricanisme. Pour moi, je pense qu'il est important d'abord de définir le panafricanisme. Alors, aujourd'hui, quand vous recherchez le mot panafricanisme, on vous dira que le panafricanisme est un mouvement politique qui promet et encourage des actes de solidarité entre les peuples africains. Mais cela, en réalité, n'est que la définition moderne du terme, on peut dire. Alors, quand on revisite le panafricanisme, on verra que le panafricanisme, en réalité, n'est rien d'autre qu'une croyance. Et le panafricanisme est la croyance que les peuples africains partagent un passé et un avenir, et que euh, leur progrès est lié à leur unité. Alors, nous verrons aussi que cette croyance est traduite par un agenda qui est à la fois politique, économique, social et culturel, d'émancipation des peuples africains, où qu'ils soient dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Quand nous en revenons aux origines du panafricanisme, le panafricanisme en tant que mouvement de résistance verra jour au XVIIe siècle avec la résistance des Noirs brésiliens. Et puis ce mouvement reverra jour au XVIIIe siècle avec l'Haïti. Mais en réalité, le panafricanisme que nous connaissons et le panafricanisme qui vit jusqu'à nos jours ne verra jour qu'en 1900 avec le premier congrès panafricain qui a été organisé par William Du Bois avec l'aide de David Diop en 1900 et qui a été organisé aux États-Unis. Alors, là, nous voyons que le premier congrès panafricain a été organisé par un Américain, un noir américain descendant d'esclaves. Alors, à quoi est dû cela? Cela est dû à une certaine mentalité qui était née au XXe siècle, c'est les Noirs américains, c'est-à-dire les descendants des esclaves. Et ce mentalisme est connu comme l'afrocentrisme. L'afrocentrisme, c'est le fait que les Noirs américains, à cet instant-là, voulaient connaître et s'approfondir. Il y avait une certaine mentalité qui voulait retourner aux sources et connaître la culture. Et c'était cette mentalité qui était définie par l'afrocentrisme. Et dû à l'afrocentrisme, William Du Bois organisera le premier congrès panafricain avec l'aide de David Diop. Alors, après ça, ça se passe en 1900. Maintenant, après la Première Guerre mondiale, nous verrons qu'il y a des problèmes entre David Diop et William Du Bois. Ces problèmes qui sont dus d'une part à, comment dire, à l'implication de David Diop dans le recrutement des soldats africains dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Alors, après la Première Guerre mondiale, en 1921, s'organisera le deuxième congrès panafricain qui, cette fois-ci, sera organisé par un Congolais du nom de Fonemé avec l'aide d'un étudiant haïtien qui vivait en Angleterre à ce moment-là. Alors, entre 1921 et 1940, s'organiseront le troisième congrès panafricain et le quatrième congrès panafricain. Aussi, en 1921, nous verrons l'organisation du congrès qu'on appelle le congrès de Paris. Le congrès de Paris qui était le congrès des colonies françaises de l'Afrique. Pendant ce congrès, nous verrons que les colonies françaises de l'Afrique auront une sorte de mémorandum qu'ils vont proposer aux Français. Et ce mémorandum voulait quand même que les colonies françaises d'Afrique soient gérées par des Africains et non par des Français. Alors, bien entendu, ce mémorandum ne sera pas accepté par la France. Alors, mais après la Deuxième Guerre mondiale, nous aurons l'organisation du 5e congrès panafricain. Et ce 5e congrès panafricain sera organisé en Angleterre avec, ou bien par Kwame Nkrumah. Mais pendant ce congrès, nous constatons l'absence des dirigeants ou bien des politiques
ou des représentants des colonies des colonies françaises de l'Afrique. Alors, cette absence est due en partie avec les problèmes qu'il y avait entre David Diop et William Du Bois. Ces problèmes ont conduit à la séparation de l'Afrique concernant le combat de l'indépendance parce que en ce moment-là, nous avons eu ce que l'on appelle les colonies françaises qui parlaient le français, qui étaient gérées par les Français, qui restaient sous la tutelle de David Diop, et les colonies anglophones qui continuaient à travailler avec William Du Bois. Alors, maintenant, pendant ce cinquième congrès, il sera rédigé un mémorandum. Ce mémorandum avait comme but de pousser l'ONU à reconnaître les États africains comme des États souverains avant sa création officielle, tout simplement parce que l'ONU était supposée être une organisation qui va assurer la paix autour du monde. Alors, pourquoi, mais comment il était nécessaire que cette organisation puisse quand même reconnaître les États africains comme des États souverains? Après la réjection du mémorandum par l'ONU, Kwame Nkrumah décidera de rentrer en Afrique, de libérer son pays et à partir de ce moment d'utiliser le Ghana comme une base pour aider à libérer tous les autres pays africains. Et après la libération du Ghana et l'indépendance de la Guinée de Sékou Touré, nous verrons que Kwame Nkrumah va quand même prêter une somme très importante à Sékou Touré pour que Sékou Touré puisse s'acquitter de la dette qu'il devait à De Gaulle, due à l'indépendance, de la dette qu'il devait payer. Alors, à ce moment-là, Kwame Nkrumah présente un danger parce que il était en train de traverser cette zone de l'Afrique, des colonies françaises de l'Afrique pour aller et aider Sékou Touré. Et du moment où Sékou Touré serait dans une bonne position, la France serait vraiment, comment dire, euh, les intérêts de la France seraient en danger, tout simplement parce que Sékou Touré et Kwame Nkrumah pourraient aider tous les autres pays qui étaient euh, dans ce milieu-là à entreprendre des combats pour leur indépendance. Alors, à partir de ce moment-là, après tout cela, nous verrons que il sera assassiné, Patrice Lumumba sera assassiné et beaucoup tant d'autres. Et en ce moment-là, nous voyons que le mouvement panafricaniste qui s'était installé dans l'Afrique de l'Ouest commence à, à se désinstaller dans l'Afrique de l'Ouest et à continuer son sommet vers le sud de l'Afrique, vers la Tanzanie et autres. Et c'est vraiment au sud de l'Afrique que naîtra une autre forme une autre forme du panafricanisme qui vraiment essayera de libérer Nelson Mandela et quand même contribuera à rendre le combat de l'apartheid un combat international et qui réussira ce combat. Alors, l'espoir a été qu'après la libération de Nelson Mandela, que l'Afrique du Sud serait en quelque sorte la mère de l'Afrique, la mère du panafricanisme et des combats panafricanistes. Alors, nous verrons qu'après la libération de Mandela, ceci ne sera pas le cas. Et c'est en ce moment-là que nous verrons l'adoption du panafricanisme par Muammar Kadhafi, d'où vraiment les premières relations entre l'Afrique noire et l'Afrique arabe. Donc, en ce moment-là, et c'est à ce moment-là que nous verrons euh, la déformation de l'OUA à l'UA, l'organisation de l'Union africaine à l'Union africaine qui sera créée par Mohamed Kadhafi en quelque sorte. Et l'OUA devait quand même porter une structure qui devait faire revivre le panafricanisme, et cette structure est le parlementaire panafricain qui quand même devait être un parlement, une assemblée qui regroupera tous les parlementaires qui seront envoyés par tous les pays de l'Afrique, ce qui a été créé, on peut dire, si l'on considère l'aspect de sa création,
Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, mettez-la dessus. Je répondrai à tous vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de mettre un like et puis partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et pour soutenir la chaîne, allez-y et abonnez-vous. Merci beaucoup. On se voit la prochaine fois. Merci.